Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Jean-François Roberge. Salut Jean-François. Salut Denis, comment ça va? Ça va super bien. Donc, c'est ça, on reçoit Jean-François Roberge. Jean-François, je me suis permis d'emblée comme ça de t'appeler Jean-François parce que je les tutoie. Je vous tutoie tous les politiciens, ministres et députés qui passent ici. Puis je me suis dit, je faisais différent aujourd'hui. Peut-être que ça serait peut-être pas une bonne idée. Donc, on va y aller comme ça. De toute façon, je préfère ça comme ça. Parfait. C'est comme ça que mon équipe m'appelle aussi. Là. Je déteste le vouvoiement. Je suis quelqu'un d'accessible, donc allez-y. Allons-y comme ça. L'autre fois, j'ai eu Pascal Saint-Onge. Ouais. Je l'ai présenté comme l'honorable Pascal Saint-Onge. Après ça, c'est comme tu te gardes une petite gêne. Ouais, mais on s'est tutoyé, puis c'était pas un problème. Donc, Jean-François Roberge, ministre, hein, c'est ça. Fait que là, la fonction aussi, m'amène des fois à faire est-ce que je devrais vous voyer? Tu sais, j'ai un peu cette pulsion-là des fois. Puis, donc, tu es député de Chambly pour la Coalition Avenir Québec, ça, on le sait. Tu es aussi ministre de la langue française, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. C'est ça, je compte avec mes doigts parce qu'il y en a. Ministre responsable des institutions démocratiques, ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et ministre responsable de la laïcité. Donc, des sujets chauds. Ça m'étonne que ça fait... Là, je vois que tu as devant toi, je l'avais pas vu, un beau document, je parlais tantôt. Un document devant toi, on va pouvoir parler de ça tantôt. Mais ça m'étonne qu'on ne te voit pas plus souvent au devant de la scène. Tu sais, je parle de temps média, là. Je sais que tu travailles fort et que tu as tes dossiers. Mais là, ça a repris peut-être ce plan-là, un plan ambitieux pour l'avenir du français. Mais là, vu que tu le nommes, je vais le dire. Parlons-en. Je suis fier je me dis mon plan, mais c'est notre plan. Là. Donc, au Québec, l'avenir s'écrit en français. C'est notre plan pour la langue française qu'on a travaillé à 6 ministres. Oui, c'est ça. C'est un drôle de nom. Là. Il y en a qui appellent ça le GALF. On dirait un terme sorti du Seigneur des Anneaux. Là. Le GALF. C'est le groupe d'action pour la livre de la langue française. Donc, c'est sûr que ça a fait un gros boom médiatique. Mais sinon, avant le plan, je pense pas que j'étais non plus trop anonyme. Mais de toute façon, pour moi, sortir dans les médias, c'est pas un objectif en soi. Ouais. Non, c'est pas ça. On est là pour faire des changements, pour écouter le monde, puis tout ça. Des fois, ça sort des médias, des fois, ça sort pas dans les médias. Je suis dans une posture, par contre, où j'ai souvent à commenter l'action gouvernementale parce qu'en ayant relation canadienne. Donc, ça fait que je suis peut-être plus souvent dans les mêlées de presse à l'Assemblée nationale parce qu'il faut souvent commenter ce que les autres font. Alors que... ce qui est plus intéressant, c'est de faire des choses que de commenter ce que les autres font. Ouais. Mais quand même, tu sais, puis moi, c'est peut-être moi qui suis pas ça suffisamment, mais ça m'aura surpris, tu sais, parce que on a fait une blague un peu avant d'entrer en onde là, sur le fait que tu as des dossiers chauds qui peuvent qui peuvent fâcher dans certains cas. Puis ça me surprend que compte tenu de l'ensemble des dossiers que tu mènes, qu'on ne te voit pas d'une façon aussi plus régulière là, dans les différents médias. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a commencé le mandat en 2022. Je venais juste d'être assermenté, puis avant même Noël, à l'automne, je n'ai fâché une coupe, puis j'ai quasiment aimé ça. Peux-tu me rappeler? J'ai fâché les monarchistes. Et ça, c'est un petit plaisir de ma vie. Là, je sais qu'on partage ce plaisir. Non, mais pour vrai, c'est ça. Là, c'est que jusqu'à ce que je dépose le projet de loi puis qu'on l'adopte, il fallait que les députés à l'Assemblée nationale prêtent serment à la reine, maintenant, il faut dire au roi d'Angleterre. C'est une espèce d'aberration historique. Et puis, j'ai porté ce projet de loi-là. On a éliminé le serment au roi. Puis, j'ai reçu quelque chose comme la Ligue des monarchistes du Québec ou quelque chose de même. Qui était fâché. Des fois, on se dit, si les monarchistes sont fâchés, je dois faire quelque chose de bien, là. C'est comme si les anarchistes sont fâchés, je dois faire quelque chose de bien. Si les fascistes sont pas... C'est bon, des fois, je dois faire quelque chose de bien. Nous autres, on est démocrates. On est des démocrates. Ça fait que des fois, il y a des gens que ça dérange pas de fâcher. Je fais pas par exprès, mais
Des fois. Je suis surpris d'entendre le prendre là, d'une façon à bras-le-corps comme ça. Je vois que tu es vraiment convaincu. Tu es à ta place dans tes différents rôles pour mener les différents dossiers. Je suis content. À la fin du mandat précédent, j'avais fait 4 ans à l'éducation, ce qui est rarissime. Il y avait juste un ministre qui avait fait un peu plus de 4 ans avant moi comme ministre de l'Éducation. Et puis, à la fin du mandat, j'avais demandé à François Legault, si je suis réélu dans Chambly, si on est au gouvernement, s'il décide de me confier un ministère, ça fait beaucoup de si, mais si on se rend jusque-là, j'aimerais ça avoir les françaises. J'aimerais ça avoir des dossiers identitaires. Puis j'ai été extrêmement chanceux. J'ai été bien servi avec laïcité, relations canadiennes, etc., etc. Ouais. Écoute, je ne savais pas par contre, c'est vrai, tout le volet sur relations canadiennes, sur le serment, ça veut dire que tu as joué un rôle important. J'avais pas, c'est un petit peu dans mon angle mort. Raconte-nous donc un peu, ça a été quoi un peu ton rôle dans ce contexte-là? Bien, aussitôt que j'ai su le portefeuille des ministères que j'avais. Là, on m'a dit, bon, voici les sous-ministres. Écoute, le soir même, au cocktail, je m'en vais voir, c'est qui le sous-ministre qui va nous aider dans ce dossier-là? Et puis quand j'ai trouvé, là, on termine ça, l'affaire du serment roi, là, c'est terminé, ça n'a plus de bon sens. Là. On avait failli régler ça juste avant l'élection de 2022, au printemps 2022, puis rendons à César ce qui est à César. C'est rare, je lance des fleurs à Québec solidaire, mais c'est Québec solidaire qui avait porté cette idée-là au départ. Et puis les libéraux, dans un élan de passe et date, avaient décidé de sauver la monarchie, le serment au roi, une espèce de mesure dilatoire un petit peu gênante. Là. Et puis c'est ça. Donc, après ça, on est réélu. Et puis après ça, j'aperçois que j'ai ces fonctions-là. Je dis, on règle ça avant Noël. Et puis après ça, là, c'est drôle parce que là, les péquistes ont essayé de s'approprier ce dossier-là. Mais c'est un peu de même que ça ouais, mais c'est faux. Je veux dire, vous avez été un peu outstagé. Là. Puis là, quand je dis vous, c'est pas que je me mette vous voyez, c'est parce que c'est QS qui l'a mis vraiment de l'avant avant l'élection 2022. Oui, c'est vrai. QS et puis, c'est nous, c'est moi qui ai porté le projet de loi. Et puis, le Parti québécois était à l'extérieur de la Chambre. Il n'était pas là. Il boudait là, dans le corridor, puis il faisait une espèce de mise en scène en faisant semblant d'entrer, en se choquant contre le fait que la porte était barrée. Tout ça, c'était une mise en scène sans réalisateur puis sans comédien. Là. Mais la vraie vie, là, c'est tout le monde sauf le PQ qui l'a réglé ce dossier-là. Là. Ben, ça a demandé quand même une certaine dose de courage. En tout cas, regarde, je vais te donner le portrait extérieur parce que moi, je suis un observateur. Je sais c'est quoi la perception. C'est pour ça que je suis content de rétablir la réalité. L'impression que ça a donné au commun des mortels, c'est qu'ils se sont tenus debout aux portes, justement, de l'Assemblée, puis malgré les promesses de punition puis de conséquences, finalement, ça s'est pas réalisé, hein, parce qu'on avait l'impression que... En fait, ça se demandait des fois même pourquoi c'est pas arrivé avant, tu sais. C'est une excellente question. Je pense qu'on aurait pu régler ça avant, effectivement, mais bon, je peux pas réécrire l'histoire de ce qui s'est passé. Ça aurait dû arriver au printemps 2022. Les libéraux l'ont bloqué. Puis j'ai pu porter ce projet de loi, puis on l'a réglé après. Puis après ça, voilà, on a mis ça derrière nous. Je suis très content de ça. Puis c'est là que ça avait fâché les monarchistes. C'était la première fois. On revient. Tout est dans tout. Tu avais l'occasion de fâcher du monde. Là, après ça, c'est sur l'identité, j'imagine, que tu as dû te rencontrer des opposants. Ben, ouais, il y a des gens qui quand on défend la nation, quand on défend la langue, se sentent offensés, mais juste pas une attaque contre personne. J'ai dit d'ailleurs, quand on a lancé notre plan pour la langue française, j'ai dit, là, le français a reculé. Dans les dernières années, on le voit, c'est mathématiques, c'est statistiques. C'est Statistique Canada qui nous a fait la démonstration. Là, à un moment donné, c'est ça qui est ça. Puis là, le discours, c'est qu'il faut défendre la langue française. Puis là, moi, j'ai dit, défendre, là, ça, c'est comme arrêter de reculer. Tu sais, c'est comme tu fais une tranchée, là, puis tu essaies de tenir ta position. Puis moi, je dis, il faut passer à l'offensive. Il faut regagner le terrain perdu, mais pas dans le sens contre quelque chose. Contre personne. C'est contre personne. C'est juste de reprendre la place qui est la nôtre, la place qui nous en vient. Donc oui, il faut passer à l'offensive,
mais pas dans le sens de s'attaquer à quelque chose, dans le sens de reprendre le contrôle un peu de notre langue, puis reprendre la fierté de notre culture pour voir que le français est plus utilisé là, comme langue de travail, comme langue de consommation, comme langue d'accueil des commerces, tout ça. Moi, j'ai le goût de dire bye-bye ou bonjour, hi. Ouais. C'est drôle parce que tantôt, je me demandais, tu sais, puis je t'écoutais là, puis je me disais, j'en parle. Tu sais, j'ai fait une blague, j'ai fait une première, sachez, chers auditeurs, j'ai fait une première introduction, puis j'ai fait, je vais la refaire, j'aime mieux pas y aller sur cet angle-là, mais je me disais, parce que j'avais présenté Jean-François sous l'angle du ministre, qu'il y a des dossiers qui fâchent. Puis j'étais comme, bof, t'as peut-être pas la meilleure façon de présenter quelqu'un la première fois qu'on le rencontre. Puis il reste une chose, c'est que c'est difficile. Il y a tout le temps cette suspicion-là quand on traîne, quand on mène des dossiers sur l'identité, sur la laïcité, sur la langue, justement, de se faire colorer, de se faire définir par l'adversaire comme étant des gens, justement, qui sont repliés sur eux-mêmes. Comment tu deals avec cet aspect-là? Est-ce que c'est une attaque à laquelle tu fais face régulièrement? Oui, on se fait dire ça, effectivement, ou je me fais dire ça. Je regarde peu les commentaires sur les médias sociaux, mais quand je les regarde, je vois ce genre d'affaires-là. Mais en même temps, il faut expliquer. T'sais, moi, je suis un enseignant à la base, fait que je fais de la pédagogie, je fais de la vulgarisation. J'explique. Quand on explique ce que c'est que la laïcité, ça n'empêche personne de croire en ce qu'il veut ou de ne pas croire. Hein. C'est la liberté de croyance, mais c'est aussi la liberté de conscience. Puis c'est que l'État traite de manière égale toutes les personnes, hommes et femmes. D'ailleurs, ça amène une égalité homme-femme. J'explique tout ça. Une fois qu'on a vu tout ça, puis que l'État garde la même posture envers toutes les religions, bien là, tu dis, ça ne peut pas être contre la religion. Mais il y a des gens qui le prennent comme ça au départ. Donc, moi, ce que je fais, j'explique, je présente le point de vue, je présente pourquoi on fait les choses. Après, si les gens demeurent dans leur émotion, mais rendu là, c'est plus une opinion, c'est une émotion. Puis là, écoute, s'ils ont de la misère avec leurs émotions, ça leur appartient. Mais à un moment donné, quand tu as l'information, tu peux te faire une vraie opinion. À l'indignation, sans toujours que ça soit appuyé sur un fondement très solide. Information, compréhension, après, tu auras une opinion. Mais si tu commences par avoir une émotion, puis tu te fais ton opinion là-dessus, c'est pas fort. Fait que moi, je me dis tout le temps, pas d'information, pas de décision. Fait qu'on explique. Puis après, si on se trompe là, dans la vie, au gouvernement, on changera d'idée. Mais je pense pas que ça laïcité, on se trompe bien. Il y a un contexte au Québec, c'est qu'on est une minorité dans une mer anglophone. Ça change les choses, hein? C'est certain. Puis il y en a qui ont le sentiment d'imposteur un peu, comme si s'excuse quasiment de parler français. Comme si le Québec devait s'excuser d'exister. Mais ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. C'est terminé ce temps-là de s'excuser. Ouais. C'est comme la transposition d'un phénomène anglo-saxon qu'on adopte. Je sais pas, comment tu l'expliques qu'on ait justement c'est quoi? C'est le passé colonisateur qui fait que les... C'est difficile. Là, je peux pas faire une psychothérapie à la nation québécoise et canadienne. Il nous reste 30 minutes. On t'écoute. Mais ouais, OK, c'est bon. On va revenir en plusieurs séances. Mais il y a une communauté historique anglophone qui ont leurs institutions puis qui ont droit à leurs institutions. René Lévesque, le premier, puis tous les autres après ont gardé ça, puis c'est correct. Mais des fois, ils ont l'impression que si on défend la langue française, c'est comme si on était anti-anglophone. Donne un exemple. Avec Pascal Derry, notre ministre de l'Enseignement supérieur, on a annoncé l'automne passé, dans le cadre d'ailleurs des travaux du groupe d'action pour l'avenir de la langue française, qu'il fallait rééquilibrer le financement entre le réseau francophone et anglophone, nos universités. Ouais. Okay? Nos universités francophones là, sont sous-financées par étudiant par rapport aux universités anglophones. Premier déséquilibre. Ensuite, on a beaucoup de gens qui arrivent, là, on parle de comme 35 000 personnes à peu près, c'est du monde ça là, qui arrivent au centre-ville de Montréal, à McGill-Concordia, qui étudient en anglais. C'est pas des Québécois, OK? Je parle pas là d'empêcher des Québécois là, d'aller à McGill-Concordia. Mais c'est du monde de Calgary, Toronto, Vancouver, Kamloops, Londres, Shanghai, je sais pas. Ils partent de partout puis ils viennent étudier en anglais ici chez nous. Bon, nous autres, on a dit là... c'est beaucoup, hein? 35 000 personnes qui viennent au centre-ville de Montréal, comme ça. Puis, c'est pas normal qu'il y ait un déséquilibre entre le réseau francophone et anglophone. Mais il semble que quand on dit ça, on n'attaque personne. C'est comme une évidence. Ouais. Mais il y a quand même des chroniqueurs
Canadiens-Anglais qui ont vu là-dedans une attaque. C'est pas une attaque, là. C'est des faits. Puis au bout du compte, on ne touche pas aux frais de scolarité des Québécois qui veulent étudier à McGill-Concordia. 0. Et puis, on n'avait rien à personne, là. Mais ils l'ont mal pris. Ben, tu sais, rendu là, tu me dis, si je suis un ministre qui choque, je pense pas, là, qu'on fait rien de choquant là-dedans, là. Non, on fait rien de choquant là-dedans. T'as compris qu'il y avait une boutade là-dedans parce oui, que... je le sais. Tu te retrouves, c'est ça, t'es devant la cible de ceux qui attaquent sur ces angles-là. Tu l'as dit tantôt, le baccalauréat en éducation, t'as enseigné quoi, 17 ans avant de passer en politique, je pense? C'est ça. Au départ, moi, je suis un enseignant du primaire, 17 ans dans le réseau public, dans mon comté d'ailleurs. Dans ton comté de Chambly. J'enseignais à Saint-Basile-le-Grand, mais donc dans le comté de Chambly. Moi, j'ai fait mes études à Montréal. Je fais mon bac à Montréal. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance de faire un stage. J'ai fait des stages à Montréal, stage Rive-Sud. Puis finalement, je me suis installé à cet endroit-là. On aime ça, en savoir un peu plus sur les gens qui sont nos élus. Qu'est-ce qui t'a amené en politique? C'est quoi ta motivation à t'impliquer comme ça? Tu as quitté, à un moment donné, l'enseignement pour te présenter. Ben, j'ai toujours été impliqué socialement et ou politiquement depuis le cégep. J'ai découvert l'implication citoyenne au cégep, en m'impliquant dans une association qui faisait de la formation, genre les cours Ambulance Saint-Jean, les cours secouristes. Ça n'avait pas rapport avec la politique active, mais c'était juste de l'engagement. Sortir, juste de aller au cégep faire mes cours puis revenir, m'impliquer avec un groupe, organiser des formations, organiser toutes sortes d'affaires. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de dire, je suis capable avec 3, 4, 10 personnes, obtenir un petit budget, créer quelque chose pour ma communauté. Premier réveil. Après ça, à l'université, je suis entré dans une association étudiante, celle d'éducation à l'UQAM. Trouver du monde. Groupe de 2010. Lumé. Non, je suis plus vieux que ça. T'es un petit peu plus vieux. Moi, j'étais, là, je ne vais pas me tromper, mais genre 95-96, okay. Mon implication dans le mouvement étudiant. Je ne suis pas la génération 2012. Comme ça. Non, mais c'est ça. Puis là, j'ai découvert des gens très mobilisés, très allumés sur tous les sujets. Des gens qui, quand ils trouvent quelque chose qui ne fonctionne pas, au lieu de dire « Ah, là, ça ne marche pas », c'est « Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le change? J'aime pas ce qui est présenté, je ferais quoi? Quelle est la nouvelle proposition? » Là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, plutôt que d'être assis sur le sofa puis de critiquer ce qui est aux nouvelles, c'est de dire ben, comment je vais faire pour le changer? Est-ce que je peux le changer moi-même? Qui prend la décision? Comment je peux l'influencer? Et ça a été un réveil. Donc, un coup que je suis tombé là-dedans, là, j'ai toujours été impliqué socialement, politiquement, donc depuis l'université. C'est intéressant parce que c'est une des valeurs, une des missions des engagés publics de valoriser justement ça, puis de mettre ça en lumière, cette réalité-là, cette possibilité-là qu'on a d'agir pour changer les choses. De quoi qui ne fait pas votre affaire? Impliquez-vous. Allez en politique, choisissez votre parti. Mais allez-y. Ah, ben oui. Allez-y, changez les choses. Ah, ça m'est arrivé des fois de croiser des jeunes là, dans mon comté ou ailleurs qui nous disaient « Ah, bon, je ne suis pas d'accord avec telle politique. » Je dis « Ben, je pense que tu irais dans tel parti. Puis vas-y, même si c'est pour militer contre ma formation politique. Non, regarde. Vas-y, implique-toi. Va te coltailler à des gens qui pensent comme toi, mais pas nécessairement. Parce que, et là, je vais me permettre une petite critique, c'est trop facile de s'impliquer dans une association, disons, sectorielle. Par exemple, tu dis, ben moi, je suis vraiment, vraiment pour l'environnement. Mais même pour l'environnement, c'est trop large. Moi, je suis pour la défense de l'eau. Mais même l'eau, c'est trop large. Moi, ça va être telle rivière. Mais là, tu fais aucun compromis. Tu vas rencontrer juste des gens qui pensent précisément comme toi. Puis dans tes propositions, vas-tu tenir compte des autres rivières, de l'écosystème, des systèmes d'épuration, des entreprises, des avancées technologiques, etc. Moi, je me dis, quand tu vas dans un parti, avec quand même une idéologie qui te ressemble, évidemment, ben tu vas être quand même mis en contact avec des gens qui vont te challenger un petit peu. Ouais. Et là, tu vas grandir. Puis tu peux militer c'est ça, faut sur un élément précis, mais en ayant toujours un groupe qui, lui, fait qu'au final, on a une vue d'ensemble sur une collectivité. C'est ça. Moi, je suis un rêveur pragmatique.
Ouais, pragmatique, c'est Je suis un rêveur pragmatique. Ouais. C'est-à-dire que j'accepte pas la fatalité qu'il y a un problème et qu'on peut pas le régler. Ouais. Mais j'accepte pas non plus l'idée juste de garrocher une solution inapplicable puis de critiquer ceux qui ne la mettent pas en application. Je disais, elle est non applicable, puis personne ne la met en application. Mais toi, t'es très confortable avec tes œillères, là, puis tout va bien. Moi, je pense qu'il faut regarder quelque chose dans son ensemble. On veut faire quelque chose, par exemple, pour la langue française, très, très bien. Je suis un très grand militant de la langue française. Je suis enseignant de français, je suis auteur. Bon. Mais en même temps, quand on le fait, il faut savoir, ça a quoi comme impact sur la littérature, sur la culture, sur le monde des affaires, par rapport au cadre, aux lois actuelles. Faut que ça se peuve, à un moment donné. Oui, puis c'est ça qui est intéressant. L'autre fois, quand vous êtes sortis justement pour présenter, on va finir par en parler, inquiétez-vous pas, chers auditeurs, mais vous étiez 6, hein, c'est ça que tu disais tantôt. Ouais. C'est transversal beaucoup, hein? C'est toi qui était au-devant, mais reste que tu travailles ça avec, ça a de l'impact sur tellement de monde. Oui, mais c'est ça qui est intéressant au groupe d'action pour la vie de la langue française. Ce que je disais tantôt, c'est une autre manière de vivre, ce que je viens juste de dire. C'est-à-dire, à un moment donné, faut pas avoir une vision en silo ou avec des œillères. Donc, c'est sûr que moi, comme ministre de la langue française, je pourrais dire, faudrait faire ça en culture, faudrait faire ça dans un cégep, faudrait faire ça dans les écoles. Ouais, mais à un moment donné, faudrait peut-être parler, si je veux changer quelque chose en culture, bien, il y a des experts en culture. C'est pas au ministre de la langue française de décider ça. C'est pour ça qu'on a créé notre groupe avec le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de l'Enseignement supérieur, pardon, la ministre de l'Immigration, le ministre de la Culture, la ministre de la Francophonie internationale. Puis là, quand on se rencontrait, puis tout le monde brassait des idées, mais il y avait les ministres responsables de leur dossier qui disaient « Hey, excellent, tu viens d'avoir une super idée pour mon ministère. Je vais aller voir comment on peut la faire vivre. » Puis là, 2 semaines après, on se rencontrait, puis on disait, sais-tu quoi? Ça se fait. Ou sais-tu quoi? Ça va brasser, mais on va le faire quand même. Mais là, il y a un moment donné, il y a l'idéal, il y a le faisable. Mais il faut avoir de l'ambition sur le faisable. Il ne faut pas être résigné. Il faut pas être résigné. C'est pragmatique si justement tu es en relation avec les différents acteurs qui auront à déployer tout ça. On va prendre un exemple concret. Okay? Ouais. J'ai reçu ici, j'ai la chance d'avoir, l'autre fois on faisait une blague, on disait à Mathieu Lacombe, qui bientôt va être le co-animateur des engagés publics. Ça fait genre 4 fois que je fais des entrevues avec Mathieu. Puis pauvre Mathieu, à chaque fois je le vois, j'y pose toujours la question sur les plateformes numériques étrangères. Oui. Comment on va faire pour sauver le français? Ouais. Attends, point. Et là? Point 6, augmenter la disponibilité et la mise en valeur des contenus francophones dans l'environnement numérique. Jean-François. C'est là. C'est là, on est dans le plan. On est dans le plan. Là, tu l'as lumière et tout. Direct dans le plan. Oui, mais c'est ça. Puis c'est ça, puis tu sais, quand je dis pauvre Mathieu dans ce contexte-là, parce que à chaque fois, tu sais, il me parle de toi, il me dit, ben là, j'ai dit, ça se passe, je réglerai pas ça tout seul, tu sais, puis là, je l'envoie, j'ai dit, Mathieu, on compte sur toi. pas lourd du tout à porter. Il faut que tu nous sauves. Mais on va transférer ça sur toi, non? Mais là, il reste que c'est ça. Là, c'est important. Le français a besoin de ce genre de mesures-là. J'écoutais, OK, il y en a un truc là qui m'a marqué, puis je savais que tu allais passer pour une entrevue, puis quand j'ai été confronté à ce que je vais te raconter là, il faut que j'en parle à Jean-François, absolument. J'étais allé au cinéma l'autre fois, publicité avant le film, uniquement en anglais. Pour un film en français. Pour un film en français. Un film traduit. Hein, je suis allé voir Star Wars. Ouais. Je suis allé voir le retour de la menace fantôme. Puis juste avant, il y a eu une petite publicité seulement en anglais. Le numérique, puis c'est pour ça que je m'en viens au numérique, je me rends compte que même la publicité, y aura-t-il une façon d'encadrer la publicité avec les nouveaux principes numériques qui n'ont plus de frontières pour qu'on puisse être exposé à des publicités, pas que je demande d'être exposé à des publicités, mais en français, parce que de plus en plus, même sur des chaînes qui sont dans des régies qui font, tu sais, que t'as des publicités qui sont directement des appels sur des régies qui, justement, n'ont pas un aussi bon contrôle, on est exposé à de la pub unilingue anglophone. Puis ça, c'est juste un exemple que je te donne. C'est majeur. Comment on peut, comme collectivité, s'attaquer et trouver des solutions à ce genre de problèmes-là qui dépassent nos frontières. Mais là, la question de la pub, c'est très, très pointu. Oui, je sais, puis c'est un exemple. Mais depuis... Non, mais c'est correct, parce que justement, depuis tantôt, je dis qu'il faut être concret. Là, tu me donnes un exemple concret. C'est correct. Mais depuis le dépôt du plan, là, on s'est engagé comme gouvernement, puis c'est Mathieu qui porte le dossier.
là, il y a un projet de loi qui s'en vient. On s'est engagé à déposer un projet de loi où on va encadrer les géants du numérique. Je veux dire, c'est quand même majeur, là. On est capable? L'idée... Ah oui, on est capable. Puis justement, Mathieu avait confié à un groupe d'experts la tâche de vérifier ce qui est possible. Puis il y avait des experts du milieu culturel, mais il y avait aussi des constitutionnalistes, parce que, bon, dans le cadre canadien, il faut tenir compte de ça, des champs de compétences. Puis, grosso modo, ça disait, ça se peut, faites-le. Donc, on a vraiment là, une tape dans le dos pour le faire. Donc, le projet de loi, en ce moment, il est en rédaction pour littéralement changer les algorithmes. Parce que c'est les algorithmes qui décident, dans le fond, ce qui nous est proposé quand on ouvre notre application, que ce soit une application vidéo comme Netflix ou Disney ou une application audio comme, par exemple, Spotify. C'est ça. Donc là, on nous présente ça trop souvent comme des fatalités. Non, il n'y en a pas de fatalité. C'est ça. Là, pour la pub spécifiquement, est-ce qu'il va y avoir quelque chose là-dessus? Je ne le sais pas. De toute façon, le projet de loi est en rédaction. Mais l'idée, c'est que les algorithmes tiennent compte du fait qu'on est un État francophone. Donc, sur le territoire québécois, là, il faut qu'on nous propose, qu'on nous propulse du contenu francophone. Et ça se fait ailleurs. Je suis allé en France l'automne passé. Mathieu aussi est allé. Martine Biron, notre ministre, est allée. On est allé voir ce qu'ils ont fait en Europe. Parce qu'en Europe, ils ont réussi ça. Tu sais, je veux dire, une phrase que j'aime bien, là, moi, là. On est les seuls à avoir ça. Non, une phrase que j'aime bien, moi, là, c'est ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui le font. Ceux qui travaillent. Bon, mais en Europe, ils ont changé des lois. Ils ont fait des lois dans le cadre de l'Union européenne. Puis chaque État a repris ça, puis il s'est fait des lois plus précises. Puis ça a changé le visage. Ça a changé le visage culturel en France, mais je pourrais dire en Italie, je pourrais dire en Pologne. Oui. Donc, refaisons ça à notre manière. Il ne s'agit pas de copier-coller, mais ça se fait. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Puis j'ai beaucoup d'espoir parce que le numérique, c'est une grosse partie du problème de la langue au Québec. Donc, on s'attaque pas à quelque chose d'accessoire, là. On s'attaque à quelque chose de gros. Donc, dans la mesure où on réussit, ben le gain va être très grand aussi. On a vu comment on a eu, d'ailleurs, vous pouvez aller voir cette entrevue-là sur nos différentes plateformes. On a fait une entrevue avec Pascal Saint-Onge, puis on a vu un peu les défis que le Canada doit relever, surtout la réception que le Canada reçoit de ces grandes entreprises-là. Hein. On a tout ça, je pense à Facebook, entre autres, qui genre juste pas répondre, là, à la limite, quand tu dis qu'ils répondent même pas aux États. Ça rend les choses compliquées est-ce que ça rend les choses plus compliquées, en fait? Virons ça en question pour le Québec de faire face à toutes ces grandes organisations-là qui vont dire, ben moi, mon interlocuteur, c'est le fédéral. Parce que la sous-question, c'est t'es tout le temps aussi dans des dossiers, puis c'est drôle, je t'amène tout le temps les choses de même, qui nous ramènent vers l'importance peut-être éventuellement d'avoir un pays, tu sais, pour pouvoir légiférer à notre façon, mais surtout d'avoir un poids. Mais c'est la solution. C'est la solution un peu facile, puis un peu théorique. Il y a beaucoup de vœux pieux puis de magie là-dedans. T'sais, ça serait donc plus facile si on était un pays. Comment est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça, moi. Mais je vais revenir à ta question préalable. T'sais, avec Facebook, là, en réalité, le gouvernement fédéral leur a donné le choix. Puis ils ont choisi. Ouais. On dit, vous pouvez diffuser du contenu des médias et payer. Ou vous confirmez. Refuser de diffuser du contenu des médias et pas payer. Et on dit, je vais prendre le plan B. Il y avait le choix. Mais il y avait le choix. Il y avait le choix. Ça ressemblait à une façon de contourner un peu, mais ils se sont conformés. Mais c'était pas le choix qu'ils étaient offerts. Oui, mais il y avait, reste que tu vires à gauche, tu vires à droite. Là. Ils se sont conformés. Il ne faut pas leur donner le choix, là. Ouais. Tu penses qu'on peut faire ça? Oui, je pense qu'on peut faire ça. Pour le numérique, il ne faut pas leur donner le choix. Il faut dire, regarde, tu fais des affaires sur le territoire québécois, il faut que les algorithmes propulsent du contenu québécois et francophone. Sinon, il n'y a pas de sinon. C'est ça. C'est plan A ou plan A. C'est tout. Parce que le marché reste quand même intéressant là, pour ces compagnies-là. Pas, ça serait, en fait, puis encore une fois, je transforme ça en question. Est-ce qu'on a la certitude, justement, qu'ils ne feront pas juste dire trop compliqué, on s'en va? Je ne penserais pas. Je veux dire, je comprends que le marché québécois, c'est pas le marché américain, mais quand même, on est rendu 9 millions. Puis
9 millions d'une société prospère, là. Je veux dire, c'est ça, avec un pouvoir d'achat. C'est pas 9 millions dont 30 000 personnes ont les moyens de se payer Netflix, là. C'est pas ça, là. Je veux dire, c'est un vrai marché. C'est un vrai marché là, d'un État développé, puis assez prospère, puis d'ailleurs de plus en plus prospère. Là. Je vais reprendre une ligne de mon premier ministre, mais l'écart de richesse entre le Québec et le reste du Canada diminue à chaque année depuis qu'on est au gouvernement. Donc, on rattrape. Ontario. On va finir par rattraper pas juste l'Ontario, l'ensemble du Canada. Donc, tu sais, je veux dire, miser sur le Québec, là, tu mises sur le cheval gagnant. C'est ça la vérité. Ouais. J'ai hâte de voir. Écoute, c'est un des points qui moi, ça me fascine, ça m'intéresse beaucoup. C'est mon domaine d'activité, le numérique. Fait que c'est sûr que c'est un point que que j'ai toujours à l'œil. Mais ça me fait rire de voir comment on présente toujours les algorithmes comme une chose lointaine, comme sur laquelle qui avait été conçue par, je sais pas, une divinité. C'est arrivé, là. On vit avec, on n'y peut rien. Non, moi, j'accepte pas ça. J'ai dit tantôt, là, je suis idéaliste, mais idéaliste pragmatique. Des choses pour dire qu'on n'y peut rien, là, je sais pas, c'est un peu de la paresse intellectuelle ou du renoncement, puis je suis ni paresseux, ni résigné. Je vais revenir à... Ça va peut-être être une piste de ta réponse. Je reviens un peu dans mon petit... tu sais, j'ai ma mise en récit pour mes questions. Ouais. Tantôt, je t'ai demandé qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé, qu'est-ce qui a fait que tu es allé en politique. Ouais. Puis la suite de ça, c'est pourquoi maintenant, après, tu as choisi la coalition Avenir Québec. Ça, je suis curieux, puis j'ai l'impression qu'on vient de toucher quelques petits sujets. Entre autres, on a parlé de la notion d'indépendance, parce que là, vous avez une position de la troisième voie, que vous dites, monsieur. Oui, absolument. Oui, c'est ça. J'ai vu le livre de Pascal Maillot l'autre fois. Mayotte? Pascal. Pascal. Tout le monde, nos auditeurs savent de quoi on parle plus que moi, en fait, parce qu'ils sont geeks de politique. Mais donc, pourquoi la coalition Avenir Québec? Ben, j'ai fait le chemin que beaucoup de Québécois ont fait. C'est-à-dire que j'ai été militant au Parti québécois. Ah, c'est ça! Ah, voilà! Excuse-moi! J'ai été déçu. Aussi. Après mon parcours dans le mouvement étudiant, je me suis impliqué dans d'autres associations. J'ai cofondé l'Association de défense des jeunes enseignants du Québec. J'ai cofondé Groupe Force Jeunesse, qui est un super groupe qui existe encore aujourd'hui, qui est plus dynamique encore. J'ai fait une conférence à Force Jeunesse. J'étais là au 25e. Donc, j'étais sur le c'était sur le premier conseil d'administration. J'ai présidé Force Jeunesse aussi pendant un certain temps. Donc, j'étais impliqué dans ces mouvements-là. Après ça, tout ce temps-là, j'enseignais. Et j'ai décidé de m'impliquer au Parti québécois. J'aimais beaucoup Camille Bouchard. C'était en quelle année? Je sais pas, 2004, 5, 6. Je ne veux pas me tromper, là, mais quelque chose comme ça. En quelle année à peu près? Peut-être 2008. Okay. Okay. Honnêtement, là, autour de Dakar, je n'avais pas la chronologie en tête, mais j'aimais beaucoup la vision nationaliste du Parti québécois. J'aimais beaucoup le député de Vachon, où j'habitais, Camille Bouchard. Puis je trouve encore que c'est quelqu'un qui a une vraie stature. Donc, j'étais très content d'appuyer les nationalistes et mon député Camille Bouchard à ce moment-là. Je me suis impliqué au Parti québécois. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait tout ça. Mais chaque fois que j'allais dans un congrès, je trouvais qu'il y avait un problème. En réalité, ce que je regardais, là, c'était que au Parti québécois, c'était des gens qui voulaient vraiment faire du Québec un pays, mais qui ne le faisaient pas. Et qu'au nord de ça, ils faisaient aussi pas d'autre chose. C'est comme, il faut faire des changements en éducation, mais ça va choquer certains profs. Faut pas choquer on a besoin des syndicats pour faire le référendum. Bon. On ne choquera pas les syndicats. On va prendre des mauvaises décisions, quitte à pas choquer les syndicats, parce qu'on a besoin pour le référendum. Alors, il faudrait faire des changements à notre économie, mais il ne faudrait pas choquer les chambres de commerce. On a besoin pour le référendum. Ah, ben là, il faudrait prendre des décisions. Il ne faudrait pas choquer quand même l'establishment montréalais. On a besoin pour le référendum. On a des décisions à prendre. Cette promesse de référendum je voyais comme un boulet. Écoute, on a des décisions à prendre pour revitaliser les régions, mais en même temps, il ne faudrait pas les heurter. On a besoin. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qu'ils ne faisaient pas pour gouverner le Québec réel au nom d'un pays qui ne faisait pas. Fait qu'il ne faisait ni le pays, ni tout ce qu'il faut faire au Québec. Je me dis, coudonc, finalement,
c'est que de l'idéologie. Puis je suis parti fâché et déçu. T'as déchiré ta carte, comme avec les autres. Là. Ouais, puis j'aurais écrit une lettre assez solide pour leur dire tout le mal que je pensais de ce renoncement national. Ça m'a heurté beaucoup. Tiens qu'elle pousse un petit peu le micro. Excuse-moi. Trop proche, et puis après, je me suis moi-même qualifié, je me qualifiais d'orphelin politique avant que le concept soit ouais, ben il y en a un qui a fait utilisé. ça. Ouais, c'est ça, mais j'utilisais, quand j'ai vu le titre du livre, je disais, hey, c'est moi qui ai inventé ça. Et voilà. Et après, j'ai été vraiment impliqué dans aucun parti pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que François Legault m'appelle parce qu'il m'avait vu des années avant. Puis il me dit, Jean-François, je pense à quelque chose, ça te tente-tu venir, on va jaser. Donc, j'étais là au début de la Coalition Avenir Québec, là. Au début de l'OSBL, on était 15. Là. La CAQ, ça rentrait dans ton sous-sol. Là. Oui, il y avait de la place. Je me souviens d'une web diffusion avec François Legault et Mario Asselin. J'étais là. T'étais là? C'était drôle. Pas drôle. C'est remarquable parce que c'était une utilisation du numérique on est bien avant les engagés publics. Là, ouais, c'était Mario qui amenait ça, j'imagine. Donc, c'était ce temps-là. Fait que pendant tout ce temps-là, moi, j'enseignais à temps plein. J'étais militant, j'étais plus militant. Là, j'étais en contact avec François Legault. Donc, j'étais signataire des textes fondateurs de la Coalition Avenir Québec, de l'OSBL avant le parti. Donc, pourquoi la CAQ? Ben, parce que j'étais là à la fondation du parti. Ouais, mais tu l'expliques bien. Écoute, je te dirais même que c'est quasiment l'une des meilleures explications que j'ai entendues du passage du PQ à la CAQ depuis que je fais des entrevues. J'en suis à 109, 110. Okay. Je dis pas ça pour t'envoyer des fleurs. Je trouve ça très intéressant. Je trouve cette notion-là de dire pendant qu'on travaille à une idéologie et à ne pas froisser un projet potentiel, on n'est pas en train de travailler à... Fait que toi, c'est ça, là, c'est l'action qui t'a amené. Hey, moi, je veux. C'est logique avec ce que tu nous dis. Des choses à faire pour de vrai en économie. Parce que oui, je suis quelqu'un de l'éducation, j'ai été ministre de l'Éducation, mais quand j'étais à Fort-Jeunesse, je m'intéressais aux finances publiques, je m'intéressais à la Régie des rentes, je m'intéressais à l'équité entre les générations. Donc, je m'intéressais pas seulement à l'éducation, puis je trouvais que c'était les 1000 renoncements au nom de quelque chose qui n'arrive pas. Fait que là, à un moment donné, c'est un cul-de-sac c'est très, très frustrant. Tandis que là, je le vois, nous autres, on est au gouvernement, on les fait, les changements, là. On n'attend pas, comme dit le premier ministre le grand soir, pour aller changer la Constitution canadienne, pour imposer la Charte de langue française au cégep, pour faire de McGill et Concordia des vecteurs de francisation. Écoute, on force McGill et Concordia à franciser des gens qui n'ont jamais parlé français, qui viennent étudier ici. Tu sais, je veux dire, on les fait, les affaires, au lieu de les attendre. C'est ça, la différence. Excuse-moi, je me disais, si je prends cet extrait-là, puis je mets ça sur TikTok, imaginez les commentaires en dessous des anglophones. J'assume. Totalement. Vas-y. Tu le fais en plus en regardant ta caméra. OK, là, il va falloir qu'on en parle du plan. On est rendu déjà à 37 minutes, puis à part l'avoir vu à la page couverture, puis que je t'avais parlé de ma marotte, là, qui est numérique, on n'a pas eu encore l'occasion d'en parler, puis honnêtement, ça m'intéresse beaucoup, puis ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Donc, attends un peu, OK, laisse-moi juste retrouver. C'est quoi le nom officiel? Dis-nous-le, toi. Le nom du plan, c'est... C'est Plan pour la langue française au Québec. L'avenir s'écrit en français. Bon, voilà. Quel est l'objectif de ce plan? Inverser le déclin de la langue française. Juste ça. Juste ça. Donc, vous admettez qu'il y a un déclin. Ben, la Terre est ronde, le soleil est chaud, il fait froid pour le nord, puis il y a un déclin de langue française. Ne trouvez pas l'erreur, il n'y a pas d'erreur. C'est un fait, là. C'est ça qui est ça, là. Les chiffres le montrent. Dans les 20 dernières années, entre 2001 puis 2021, le français a plus reculé que dans le siècle précédent, entre 1901 et 2001. C'est mathématique, c'est Statistique Canada qui nous l'a démontré. Puis les études de l'Office québécois langue française aussi le démontrent de plein de manières. Donc, un coup, on a dit ça, ben, soit qu'on se roule en boule, en pleure, soit qu'on change la recette. Donc, il faut changer la recette. C'est pour ça que c'est pas le plan du ministre de langue française, c'est le plan du groupe d'action. Puis c'est pour ça qu'on a des mesures dans les 6 ministères. 21 mesures, 9 priorités. 603 millions. Dans un contexte où on écrit le budget à l'encre rouge, puis qu'on fait un déficit, d'avoir investi 603 millions, ça montre que c'est une vraie, solide priorité. Ouais, ça m'a marqué, moi aussi. Ouais.
on voit que c'est sérieux. C'est pas juste des mots, là. Non, c'est ça. C'est ça, parce que, je veux dire, ces 603 millions-là, on va se dire, on les emprunte, là. Puis ils vont être répartis comment? Est-ce que tu peux nous donner dresser des grandes lignes? Ben, les deux gros morceaux, oui. Ça se fait-tu dresser les grandes lignes d'un plan aussi ambitieux? Moi, tu sais, je suis content de pas être à ta place. Avoir à expliquer un plan aussi ambitieux en quelques minutes. Les trois mesures phares, d'abord, je vais les résumer, puis après ça, je vais les expliquer. Vas-y. Premièrement, l'immigration. OK, je vais revenir. Deuxièmement, l'enseignement supérieur, donc cégep et université. Puis, troisièmement, la culture. OK, c'est les trois secteurs forts. Je reviens et j'explique. Immigration, on a changé le profil maintenant pour être immigrant permanent économique au Québec. Là. Les immigrants vraiment qu'on contrôle à 100 il faut que tu connaisses le français avant d'arriver. Puis ça, là, je c'est passé, ça, ou c'est en... On est en train de l'implanter, là. Okay. Là, on est en train de l'implanter. Donc maintenant, là, tu veux devenir immigrant permanent économique, là, pas touriste, pas travailleur étrange temporaire. Avec le truc de faut que tu parles français dans 6 mois, je sais plus trop. Là. Il y avait ça demandé pendant les... Oui, mais là, il faut qu'il parle français pas dans 6 mois, dans 6 heures. Faut, si tu veux être immigrant économique, il faut d'abord que tu connaisses le français. Cette règle-là qui était... Ben, c'est que par contre, il y a des gens qui font de la réunification familiale. Ben ça, c'est important quand donc, même. Il est possible. Il faut en garder, évidemment. Oui, il faut pas mais il y a des gens qui ne parlent pas français dans ces gens-là. Donc, on accueille aussi des gens en réunification familiale pour lesquels il n'y a pas d'exigence du français. Mais, après 10 ans, après 15 ans, si 100% de nos immigrants économiques sont francophones, on s'entend-tu que la réunification familiale de ces personnes-là va devenir francophone? Mm-hmm. Donc, sur du long terme, on va c'est comme si on faisait un mot de Scrabble en ce moment, mais dans 10 ans, dans 20 ans, il va être contre double, contre triple. Parce que la réunification familiale sera éventuellement davantage francophone à cause du profil des immigrants économiques. Et puis, il y a aussi les demandeurs d'asile qui deviennent des réfugiés pour lesquels on ne demande pas la connaissance du français avant d'arriver. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fuit la guerre en Ukraine. On s'entend qu'on ne dit pas « reste sous les bombes, tu viendras quand tu parleras français ». On ne fait pas ça, d'accord? Mais donc, c'est une mesure très, très importante de dire que maintenant, immigrant économique, tu dois parler français. Ensuite, on parlait d'argent. Sur les 603 millions, 320 millions va à Francisation Québec, qu'on vient de créer il n'y a même pas encore un an, là, qui est le guichet unique. Qu'on entendait qu'il y avait des manques déjà, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre la langue, mais on est à l'an 1 de la création de Francisation Québec, donc la demande est tellement forte qu'on est très content. Beaucoup de gens veulent apprendre le français, mais en même temps, c'est un défi de répondre à ça. On arrive, boum, 320 millions. C'est majeur. C'est majeur. Bon. Donc, c'est quoi? C'est des professeurs? Voilà pour immigration. Des locaux? C'est de multiplier les formules. Multiplier les formules. Donc, cours en milieu de travail? À temps plein ou à temps partiel. En présence ou en ligne. En milieu de travail ou en centre. Donc, on multiplie l'offre. Ça peut être des gens qui font appel à Francisation Québec carrément pour donner des cours, mais ça peut être aussi des employeurs qui, selon leur formule, embauchent des enseignants, libèrent certains employés qui enseignent à d'autres employés. L'idée, là, c'est de créer des différentes possibilités. Pas une espèce de modèle unique gouvernemental classique, là, où, ben là, vous savez, on va dans le local, puis ça prend 12 inscrits. Si vous avez 11 inscrits, malheureusement, on ne peut pas partir le cours. Parce que là, la 4e page du formulaire, là, écrit en bleu, là, la 4e case n'est pas cochée. Fait que, désolé. Ça devrait être transversal au-delà du français, ce que tu viens de nous dire. C'est ça, là. Mais je te laisse poursuivre. C'est là où on donne beaucoup de flexibilité. C'est sûr que les millions de dollars, ben, ça va être de l'huile sur la chaîne, là. Les syndicats sont très impliqués dans cette en francisation. Est-ce qu'il y a un volet partenariat avec... Sais-tu déjà? Oui, c'est vrai que c'est des vrais partenaires. Puis je suis content que tu l'amènes parce que, je veux dire, oui, quand il y a des négociations, front commun, des fois, ça accroche un peu, mais de manière fondamentale. C'est pas les adversaires gouvernementaux, non, les syndicats. Puis sur la francisation, c'est carrément des alliés. Là, ben oui. Carrément. Là. Puis ils veulent que leurs membres aussi puissent travailler en français. C'est qu'ils donnent des coups de main. Donc, tant mieux. Donc, OK. Donc, cette branche-là. Immigration. Oui. Tantôt, j'ai dit ensuite... la culture.
On est rendu à culture, je pense. Ouais, culture, ben, il y a, mon Dieu, c'est combien de millions pour culture, là? Sortir le chiffre, là, parce que le jour même, c'est 187,3. C'est une grosse partie quand même, à peu près un tiers me le laisser, du financement. Oui, sans doute. Merci. À peu près un tiers du financement du plan va pour la culture, essentiellement pour favoriser la production, OK, la création de contenu culturel, mais aussi pour aider ceux qui produisent à produire pour le numérique. Tu produis pas ton vidéo ou ton contenu culturel, là, soyons plus larges, tu le produis pas de la même manière s'il est destiné à Radio-Canada ou s'il est destiné à un balado ou à YouTube. Donc, l'idée, c'est de faciliter ça. Mathieu, il dit, il faut parler le même langage que le diffuseur. Et ça, il faut financer ça parce que c'est un changement de paradigme. Et c'est à tous les niveaux. Hein? Et encore une fois, les millions, ils viennent mettre de l'huile sur la chaîne. La vision, là, mais ça prenait les millions pour que ça marche. Puis on les a grâce au plan. Cet aspect-là, autant premièrement en formation, moi j'ai l'impression quand je regarde les jeunes qui vont à l'école, puis je prends tout le temps l'exemple du montage vidéo, une jeune fille aujourd'hui qui se prépare à aller en montage vidéo à l'école, elle va apprendre, ce qu'elle va apprendre demain, là, c'est un métier qui n'existe plus déjà, OK? C'est fou. Fait que là, imagine, cette notion-là de culture numérique, elle vient avec toute une transformation qui va au-delà de la langue. Si on veut inonder les chaînes, si on veut inonder les différents canaux numériques de contenu culturel québécois, il faut qu'on aide les créateurs québécois pour vrai. J'entendais l'autre fois, puis là, écoute, je parlais de te poser une question au nid de... Vas-y. Moi, ça, c'est un... Je suis dans ton domaine. Je comprends que je suis dans un dossier qui me touche particulièrement pour différentes raisons, tant au point de vue des valeurs que du métier. Mais l'autre fois, je parlais avec Pascal Saint-Onge, encore une fois, j'aime ça, hein, dropper. C'est le fun de pouvoir dropper ce genre de nom-là dans ta discussion, mais c'est vrai. Puis elle me disait qu'elle mettait Radio-Canada là-dessus. J'étais comme, c'est impossible d'arriver à ce que c'est réellement ce milieu-là en passant par des institutions. Tout est dans le mot, dans des institutions comme Radio-Canada, c'est impossible. Parce que le modèle est plus là. Le modèle, regarde, les engagés publics, là, il y a combien de monde en ce moment qui travaille à produire ça? Une personne avec un paquet de Python préprogrammé. Tu sais, ce métier-là, on va l'apprendre où, puis comment on peut valoriser, puis s'assurer qu'il va en avoir, qu'on va les multiplier, ces créateurs-là. Ça me fait peur quand j'entends que ça va passer par nos institutions qui, en ce moment, sont à la traîne des créateurs numériques. Oui, mais d'abord, je pense qu'il faut miser sur nos cégeps qui se renouvellent. Les cégeps sont assez rapides pour changer leur programme de formation par rapport à d'autres institutions. Ouais, Ils sont assez rapides. Ils font à la fois des decks techniques ou des attestations d'études collégiales qui sont assez rapidement branchés sur le milieu. Moi, j'ai confiance dans nos cégeps pour former de la relève qui n'est pas là, 8 ans puis 12 ans derrière. 10 ans, okay. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est plus dur pour les grandes institutions, mais il ne faut pas renoncer non plus à ce qu'elles deviennent meilleures, même si c'est pas ça qui est leur business qui ont une vélocité principale. Puis, il faut miser sur la relève. Puis je retiens, tu as dit, une jeune fille qui apprend le montage. Je trouve ça intéressant que tu l'as dit, parce que traditionnellement, c'était des gars qui faisaient ça. Puis, ça n'a pas de sexe, là. Faire du montage, là, ça peut être un gars ou une fille, là. Donc, il y a ça. Et je reviens au plan. Troisième, parce qu'on a dit je pensais que c'était immigration, culture, la francisation, donc, c'était... Francisation, on est dans l'immigration. On est dans l'immigration. On est dans l'immigration. Excuse-moi, je pensais que c'était un deuxième... culture, bon, on s'en est dit un mot, on a parlé du numérique, on a parlé de l'argent qui est là. Faire des raccourcis, on avait parlé du projet de loi tantôt. Après ça, enseignement supérieur, j'en ai glissé un mot tantôt, mais c'est un élément du plan. Là. Pascal Derry. Ce qui se passe, Derry, j'aimerais ça la recevoir aux engagés publics. C'est très intéressant ce qu'on fait avec McGill, Concordia et Bishop. Je dis, c'est du jamais vu. D'ailleurs, McGill et Concordia nous poursuivent en ce moment, là. Mais écoute, moi, je pense que la position gouvernementale est claire, là. Ça, c'est pas le statu quo, ça ne marchera plus, là. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Ce qu'on a annoncé, c'est que les étudiants qui arrivent de l'extérieur du Québec pour étudier ici en anglais, ils doivent payer des frais de scolarité qui sont plus élevés, de manière à redistribuer une partie de cet argent-là dans le réseau francophone. Puis au net, là, ça va rebalancer.
le financement pour avoir une équité entre le réseau francophone et anglophone, ça, c'est important. Oui, puis c'est drôle parce que quand vous en avez parlé pour la première fois, votre équipe, votre gouvernement, les syndicats ont déchiré, les universités ont déchiré leur chemise là-dessus, puis le lendemain, il y avait des solutions. Ça, c'est une journée. Le jour de l'annonce, c'était à la fin du monde, c'était fini, c'était terrible comme mesure, puis le lendemain, on voyait déjà qu'il y avait des solutions. Puis ils nous ont dit que si on avançait avec ça, là, ça allait coûter tellement d'argent qu'il allait devoir mettre du monde à la porte. Puis quelques semaines plus tard, il y avait des millions d'extras finalement parce qu'ils se permettaient de donner des subventions à tous les étudiants pour annuler la hausse. Ça fait qu'il manquait vraiment, vraiment d'argent, ça allait mettre à la rue, mais tout à coup, ils ont trouvé des millions. C'est leur game. Il faut en prendre et puis en laisser. Puis, si on s'était enfargé là, dans les fleurs du tapis, on n'aurait pas non plus imposé la Charte de la langue française au cégep comme on l'a fait, là. On l'a fait, là. Tu sais, tout le monde dit « Ah, la loi 101 au cégep, hey, manquait une bonne partie, là. » On l'a implanté, la loi 101 au cégep, nous autres, là. À partir de maintenant, la Charte de la langue française s'applique, c'est-à-dire que, pas de la même manière qu'au primaire ou au secondaire, mais depuis le vote de la loi 96, il y a un quota. On ne peut pas avoir plus que 17,5 % des étudiants du Québec dans des programmes anglophones. Avant, on était en haut de ça, donc il faut réduire. À partir de maintenant, il y a des cours obligatoires en français et de français dans les cégeps anglophones. On n'avait pas ça. Puis ils nous ont dit, bien sûr, dans les deux cas, que c'était totalement inadmissible et infaisable. Ils sont en train de le faire. Et puis après ça, on a dit, savez-vous quoi? Vous faites un DEC dans un cégep anglophone. Pour obtenir votre diplôme, vous allez devoir réussir un test de français équivalent au cégep francophone. Ils nous ont dit aussi que ça ne se faisait pas. On est en train de le faire. Donc, je veux dire, je comprends qu'à chaque fois qu'on fait des changements, il y a des gens qui nous disent que ça ne se fait pas. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas céder à chaque fois. C'est que ça a moins de... On dirait que c'est sur le libellé. Ça a moins d'impact que loi 101 avec tout ce qu'on sait. Bien, la loi 101, c'est la charte. Loi 101 dans les cégeps. La loi 101, c'est la charte de la langue française. Puis, jusqu'à 2021, elle ne s'appliquait pas au cégep. Maintenant, elle s'applique au cégep. C'est pas dans les mêmes modalités, mais jamais on est allé aussi loin. Ça fait que, il faut faire attention, là. Il y a des gens qui disent un peu n'importe quoi. Choqué dans le sens que d'apprendre ça aujourd'hui, parce que moi, j'ai eu des échanges avec Marc Laviolette dans des congrès du Parti québécois où on chicanait là-dessus. Moi, j'étais plus libéraliste là-dessus, là, de laisser les choses, de laisser les gens aller à l'école comme ils veulent, puis tout ça. Mais je comprends que ça a changé là depuis. Je me rends compte qu'on pourrait plus tout à fait se permettre tout à fait ça si on veut. Mais là où on a tracé la ligne, on n'a pas interdit à un francophone de fréquenter un cégep anglo. Ça, c'est la position du PQ, là. Si vous êtes des parents d'enfants francophones, le PQ voudrait interdire. Tu aurais le droit de l'envoyer. Tu aurais le droit de l'envoyer à McGill ou Concordia à l'université, mais au cégep, ce serait illégal. Bon, nous autres, on resserre beaucoup le goulot, on diminue en pourcentage le nombre de places, on augmente le nombre de places dans le cégep franco, on diminue le nombre de places dans le cégep anglo. Puis on précise que les gens qui sont vraiment partie de la communauté anglophone historique ont un accès privilégié au cégep anglo, mais on ne l'interdit pas aux Québécois francophones. Le PQ voudrait interdire, c'est pas notre posture. Il nous reste, en temps normal, je serais supposé d'arrêter là, puis de toute façon, Thomas va commencer à me faire des signes à un moment donné, il va dire hey, il faut qu'on y aille. On enchaîne, on conclut. Y a-tu des sujets là? En fait, c'est que là... ça a été quoi l'importance de la présence et des déclarations de Gabriel Attal pour justement venir supporter votre élan en laïcité? Et en fait, pourquoi on a eu besoin de ça? On n'avait pas besoin. Okay. Le modèle de la laïcité au Québec, il est voté depuis la loi 21. Puis je viens d'ailleurs de faire adopter là, une loi qui renouvelle la clause dérogatoire, là, la clause de souveraineté parlementaire pour la protéger d'un 50 plus. Fameuse, donc la loi 21, la loi sur la laïcité, c'est assis au Québec, ça a des bases solides, il y a un consensus social. C'est menacé un peu devant les tribunaux là, par quelques groupes non représentatifs de la majorité, mais je ne suis pas inquiet. Ce que Gabriel Attal a fait, comme premier ministre de la France en visite ici, c'est qu'il est venu nous dire, en passant, vous avez des alliés. Vous n'êtes pas tout seul. Parce qu'on est tout seul au Canada à faire ça, puis on est tout seul en Amérique à faire ça. Mais, je veux dire, l'Europe,
c'est quand même pas quantité négligeable. Hein? Puis la France sont allés plus loin que nous. Donc, ils sont venus nous dire, ce que vous faites, c'est légitime, c'est porteur de liberté, puis on vous appuie. Et de paix. Donc, c'est intéressant. Voilà. Écoute, ben merci beaucoup, Jean-François Roberge, d'être venu nous rencontrer aux engagés publics. Ben, ça me fait plaisir. Il y a 2-3 trucs dont on n'a pas eu le temps de parler, mais ouais, je le sais. Je reviendrai avec plaisir. Tu voyais ma liste de questions. As-tu l'impression que je t'ai posé 15 questions? Je ne pense pas, moi. Parce qu'on avait chaque sujet était trop porteur. Donc, c'est le fun. C'est ça. C'est une bonne nouvelle. Ben, merci. Donc, tu reviendras, oui. Puis, envoie-nous Pascal Derry, tiens. J'aimerais ça. J'aimerais ça y parler, moi, Pascal Derry. Il y a des sujets intéressants dans tout ça. Puis, je pense que là, justement, ça serait intéressant même de rencontrer ce groupe-là au complet de façon indépendante. Donc, merci beaucoup. Ben, je te remercie encore une fois officiellement. Là, tiens, si tu peux saluer nos auditeurs. Merci, Jean-François. Salut. Partagez ça, cette vidéo-là. Partagez cette vidéo-là, puis tous les petits extraits qu'on va avoir. Vous savez où nous trouver. Hein? On est sur TikTok, on est sur Instagram pour ce qui est des différents extraits. On est aussi diffusé sur YouTube, sur Facebook. On est sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Mais on est aussi sur des plateformes québécoises. Ah, bon, voilà. On est distribué sur Cube. On est diffusé aussi à la radio de Cube et aussi à la télé de Cube les samedis matins et les dimanches après-midi. Donc, voilà, vous en avez un paquet de plateformes comme ça pour nous suivre, puis allez écouter plusieurs entrevues qu'on a comme celle-là aujourd'hui. Il y en a plus d'une centaine qui vous attendent, en plus de nos épisodes réguliers. Savais-tu, Jean-François, que les engagés publics, c'est au-dessus, maintenant, je pense, de plus de 500 épisodes de balado qui sont encore disponibles. C'est riche, oui. Puis allez pas écouter les premiers trop si vous voulez pas me gêner, parce que c'est un peu gênant, mais on est bien fiers de ce qu'on a construit avec le temps. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro et on se retrouve pour un prochain épisode.